bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des ressources majeures qui sont sous pression. Alors tout d'abord, petit travail de définition. Il existe en effet de très nombreuses ressources sur Terre, mais quand on parle de ressources naturelles, on parle en fait des richesses du sol et du sous-sol, aussi bien les matières premières et sources d'énergie du sous-sol, comme les hydrocarbures, que les ressources de surface, comme l'eau et le bois. Alors on pourrait parler des heures des différentes ressources, mais il faut bien se décider un petit peu, donc dans ce cours, on va se concentrer sur un seul et unique type de ressources, les ressources énergétiques. Donc une source d'énergie, c'est tout élément utilisé pour produire de la chaleur, de l'électricité ou du mouvement. Il peut s'agir aussi bien d'énergie primaire comme le pétrole, que d'énergie secondaire comme l'électricité, c'est-à-dire des énergies qui sont obtenues après action de l'homme. On les classe souvent en plusieurs catégories, les ressources non renouvelables d'un côté, ça correspond aux énergies fossiles qui ont un stock fini de réserves, même si on découvre régulièrement de nouvelles réserves, ce qui repousse finalement la date d'épuisement du stock, et puis ce qu'on appelle les énergies renouvelables ou permanentes, donc qui peuvent se régénérer comme le bois, ou encore l'énergie éolienne et solaire. Dernier point qu'il faut souligner, c'est que toute ressource correspond en fait à un besoin des sociétés. Avant d'être utilisé par l'homme, le pétrole ne constituait pas une ressource en soi. A l'inverse, un déchet peut devenir une ressource s'il est mis en valeur et devient rentable. Maintenant que ces quelques définitions ont été éclaircies, on peut donc se demander dans quelle mesure l'exploitation actuelle des ressources énergétiques est-elle une source de tension et appelle la mise en œuvre d'une gestion durable. Première partie, des ressources sous pression et inégalement accessibles. Par définition, les ressources naturelles ne sont pas réparties équitablement sur Terre. Aucun État ne dispose des mêmes ressources en même quantité, ni même des mêmes contraintes d'accès. Si les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, etc., dépendent du climat et peuvent se trouver du coup en grande quantité, la répartition des ressources est particulièrement inégale quand on s'intéresse aux énergies fossiles. Si on regarde cette carte, on voit que les hydrocarbures, le gaz et le pétrole, des énergies non renouvelables, sont situés principalement au Moyen-Orient, on trouve 50% des réserves mondiales de pétrole, et sur le continent américain et en Russie. Pour le charbon, autre énergie fossile, il est principalement exploité aux États-Unis, en Asie, en Chine en particulier et en Inde, en Europe orientale et en Australie. Or ce sont ces énergies non renouvelables qui sont les plus produites et consommées dans le monde. En 2017, on a les 3/4 de la consommation mondiale qui sont constituées par ces énergies non renouvelables. Alors même si leur part diminue dans le mix énergétique mondial, ces énergies restent les plus importantes. Le nucléaire, l'hydroélectricité et les énergies renouvelables représentent moins de 10% chacune encore aujourd'hui. Ces énergies d'ailleurs dépendent de contraintes propres. Exemple, l'hydroélectricité nécessite d'avoir la présence de grands fleuves dans le pays, c'est le cas par exemple de la Turquie avec le Tigre et l'Euphrate. A l'inverse, la question du nucléaire est un choix politique et aussi une question de développement. En France, par exemple, le nucléaire représente 70% de la production énergétique, alors qu'en Allemagne, seul 20% de l'électricité est issue de l'énergie nucléaire. Ces énergies sont donc inégalement réparties, mais sont surtout et aussi inégalement accessibles. Ainsi, dans les PMA, les pays les moins avancés, si la consommation reste faible, la question de l'accès à l'énergie reste centrale, puisque, encore aujourd'hui, 1 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité, qui est pourtant vitale pour se développer. Grand B, des ressources sous pression. La croissance démographique mondiale, on attend 9,8 milliards d'habitants pour 2050, et le développement entraînent une pression accrue sur toutes les ressources, et notamment sur les ressources énergétiques. En effet, l'énergie est nécessaire à la production, au bien-être des populations, mais permet aussi les déplacements dans un monde de plus en plus mobile. Ainsi, depuis 1900, la demande en énergie a été multipliée par 13, et même par 2 en moins de 50 ans. Cette forte augmentation de la demande s'explique en fait par la consommation importante des pays industrialisés, certes, mais aussi et surtout par le rattrapage des pays émergents comme la Chine, qui est aujourd'hui le premier producteur et consommateur de charbon au monde, qui consomme près de 50% du charbon mondial. Dans cette deuxième partie, on va voir en quoi l'exploitation des ressources est-elle source de tensions économiques, politiques et environnementales. L'exploitation des ressources énergétiques est d'abord source de tensions économiques. En effet, l'énergie, on a dit, est nécessaire pour vivre, produire, se déplacer, et donc la question du prix de l'énergie est centrale. On parle d'ailleurs de précarité énergétique pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de se chauffer. Surtout, l'évolution des cours mondiaux, liée à une demande croissante, comme des situations géopolitiques particulières, peut entraîner des graves crises économiques, ça c'est un vrai problème. Si on prend l'exemple du pétrole, on a peu de pays qui sont producteurs, c'est ce qu'on voit sur cette carte. Ils sont regroupés au sein de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Ce sont eux qui maîtrisent la quantité produite et le prix du baril, et en cas de crise d'ampleur, comme dans les crises qui sont notées ici, la guerre du Kippour en 73 entre l'Israël et l'Égypte, ou la révolution islamique iranienne en 79, ou encore, on pourrait citer l'aggravation des tensions entre les États-Unis et l'Iran ces dernières semaines. Dans ces cas-là, les prix du baril montent, menacent la croissance économique mondiale, ce qui entraîne donc une hausse des prix en général,
et une augmentation du chômage quand la crise perdure. On a également des tensions politiques liées à l'exploitation des ressources énergétiques. En effet, posséder ce type de ressources est une source certaine de puissance. La Russie, les États-Unis, la Chine s'appuient sur les ressources disponibles pour imposer leur volonté aux autres États. Même des groupes terroristes comme Daesh au Moyen-Orient ou encore en Afrique subsaharienne cherchent à contrôler les hydrocarbures pour s'assurer une manne financière durable. Donc il y a un vrai enjeu de puissance derrière cette possession des ressources énergétiques. L'exploitation de ces ressources est donc une source de tension géopolitique majeure à toutes les échelles. À l'échelle mondiale, ça a été le cas pendant la guerre Irak-Iran 1980, qui était liée autant à la question politique et religieuse iranienne qu'à la question pétrolière. Les majors américaines voulaient reprendre le contrôle de la production dans la région. Pareil pour la guerre d'Irak de 2003, ça a été aussi très largement motivé par la prédation pétrolière. À l'échelle régionale, ce sont les ambitions chinoises sur les réserves d'hydrocarbures en mer de Chine orientale qui entraînent des tensions importantes, avec une démonstration de force de la part des Chinois qui cherchent entre autres à étendre leurs ZEE. Alors les ZEE, c'est les zones économiques exclusives, ça leur donne le droit en fait d'exploiter les ressources en mer et dans le sous-sol marin. Donc pour s'approprier en fait, les nombreuses ressources de la région. De même, la maîtrise de l'approvisionnement est une question géopolitique centrale. En cas de crise avec l'Union européenne, comme ce fut le cas avec la crise ukrainienne de 2014, la Russie n'hésite pas à menacer l'Europe de couper son approvisionnement en gaz. Enfin, la question énergétique est source de multiples conflits à l'échelle locale, des conflits armés quand il s'agit de s'approprier les terres rares nécessaires à la fabrication des batteries, comme le coltan ou le cobalt, mais aussi des conflits d'usage. Par exemple, en période de grand froid, en France, il n'est pas rare que certaines usines doivent limiter une partie de leur production pour permettre à la population d'avoir assez d'électricité pour se chauffer. Dernier type de tension, les tensions environnementales qui ne cessent de s'aggraver. Ça vous le savez déjà en fait, mais l'exploitation des ressources énergétiques a un impact environnemental qui est croissant. Ainsi, depuis plusieurs décennies, il n'est plus possible d'ignorer le changement climatique, le réchauffement planétaire, qui va être au moins à 2 degrés d'ici 2100, la hausse du niveau des mers, l'aggravation des phénomènes climatiques d'ampleur, etc. L'humanité est profondément touchée et de plus en plus de personnes s'en inquiètent, à juste titre, comme on le voit depuis une année avec toutes les marches pour le climat qui ont lieu partout sur Terre. Alors les menaces sur les milieux sont très variées en fait. En mer, avec l'augmentation du trafic maritime et la conteneurisation de l'économie mondiale, le risque de marée noire est de plus en plus important, et les porte-conteneurs polluent aussi énormément. Alors ça pollue pas autant qu'1 million de voitures, c'est pas tout à fait vrai cette image, mais bon. Dans tous les cas, ils polluent beaucoup quand même, et menacent les côtes et la biodiversité marine. Sur Terre, l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste menace les nappes phréatiques et empoisonne la population, comme a pu le démontrer le film Gasland sur la situation au Canada. Enfin, l'énergie nucléaire est aussi très loin d'être propre. Les catastrophes de Tchernobyl et Fukushima ont largement prouvé les risques pour les sociétés et l'environnement. Dernier point, dans ces menaces environnementales, la pollution, et les nombreuses pollutions liées à l'usage des énergies fossiles, les centrales à charbon, l'omniprésence du pétrole pour se déplacer, constituent une menace sérieuse sur notre santé. On estime ainsi que 8,8 millions de personnes sont mortes dans le monde à cause de la pollution de l'air en 2015. Alors maintenant qu'on a vu que les ressources énergétiques sont de plus en plus sous pression et qu'elles sont sources de tensions multiples, on va se demander si une gestion durable finalement de ces ressources énergétiques est possible aujourd'hui. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Cette phrase prononcée par Jacques Chirac en ouverture du sommet mondial de Johannesburg en 2002 a marqué les esprits. Du sommet pour la Terre de Rio en 92 aux dernières marches pour le climat impulsées par Greta Thunberg, l'urgence climatique se fait sentir. Les politiques à mettre en œuvre sont connues et sont partagées en théorie par tous les acteurs, les États, les FTL, les ONG, les particuliers, mais finalement, quelle est la transition énergétique qu'il faut amorcer ? La transition énergétique, c'est une des notions clés du cours, ça désigne le processus de limitation de la consommation énergétique sous toutes ses formes, et la limitation de la consommation d'énergie fossile au profit d'énergies renouvelables. Donc pour faire cette transition énergétique, finalement, la recette, il faut consommer moins d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon et moins de nucléaire aussi, rendre plus performantes les énergies renouvelables et en développer encore, comme l'énergie marémotrice, investir davantage dans la biomasse, encourager la géothermie, la captation de l'énergie solaire et éolienne. Il faut aussi développer de nouvelles technologies pour limiter la demande en terres rares et encourager le recyclage et le reconditionnement de nos appareils électroniques. Et puis il y a enfin la question des déchets, puisqu'il faut diminuer la pollution environnementale, améliorer le recyclage des matériaux et trouver une solution pour les déchets nucléaires autres que le simple enfouissement. Ces grands principes sont connus, et leur mise en œuvre est l'affaire de tous. Aussi, aujourd'hui, on tend vers une gestion durable à toutes les échelles, même si ces politiques et ces pratiques restent encore limitées. Les politiques les plus visibles se décident à l'échelle mondiale, principalement dans le cadre onusien. Depuis le sommet mondial pour la Terre de 92 qui s'est tenu à Rio de Janeiro,
de nombreuses rencontres ont eu lieu pour tenter de freiner le changement climatique, avec un succès assez relatif. Dès 1997, les pays industrialisés, sans les États-Unis, signent le protocole de Kyoto et s'engagent à diminuer leurs émissions de GES, les gaz à effet de serre. Il rentre en vigueur en 2005 seulement et n'est jamais réellement appliqué. En 2015, l'accord de Paris sur le climat qui suit la COP21 donne espoir à tout le monde. L'objectif était de réduire à 1,5 degré le réchauffement climatique, mais il n'a jamais été ratifié par les États-Unis et l'accord est finalement mort-né. La même année, en 2015, ont été adoptés les objectifs de développement durable pour l'année 2030. C'est très important ces objectifs puisque du coup, chaque année, au niveau de l'ONU, on fait le point sur l'évolution et l'avancée de ces objectifs. Et si on regarde bien, plusieurs concernent la gestion durable des ressources, notamment les objectifs numéros 7, 11, 12 et 13. Il n'y a pas que les États qui ont un rôle à jouer à l'échelle mondiale. Les individus, lors des grands rassemblements, peuvent faire pression, et les ONG, organisations non gouvernementales comme Greenpeace, qui luttent pour faire prendre conscience de la nécessité d'un changement rapide de politique à travers des campagnes d'information et des coups d'éclat comme le survol de centrales nucléaires par des drones, ont un impact croissant sur les décisions politiques. À l'échelle régionale, plusieurs politiques sont aussi menées. Si on prend le cas de l'Union européenne, il y a des mesures de préservation de l'environnement qui ont été adoptées, comme la création de zones Natura 2000. Enfin, à l'échelle locale, des campagnes de sensibilisation et des politiques de protection des milieux sont aussi décidées, avec la création de parcs naturels en particulier, dans lesquels il est impossible d'exploiter les ressources naturelles. C'est le cas par exemple du parc naturel de Yellowstone aux États-Unis, ou des parcs naturels français comme celui de la Vanoise. Ainsi aujourd'hui, 12,7% des terres émergées et 1,6% des océans sont protégés, un chiffre qui était en forte augmentation, puisqu'il a augmenté de 50% depuis 1990. Enfin, si une gestion durable paraît possible, elle est encore rarement mise en œuvre, en tout cas de façon très inégale aujourd'hui. Les pays en développement et les PMA ont une politique environnementale qui est souvent très limitée, puisqu'ils mettent en avant le fait qu'ils ont d'autres priorités, l'éducation, lutter contre les famines, loger une population en forte croissance notamment, et ne se tournent pas donc vers l'exploitation d'énergies renouvelables qui nécessitent des investissements importants. Du côté des pays industrialisés, malgré les engagements pris à la tribune de l'ONU et lors des grands rassemblements et des COP, les États les plus consommateurs rechignent à accélérer leur transition énergétique. C'est le cas en particulier des États-Unis, sous Trump, ou encore de la Chine, dont la consommation en énergie ne cesse d'augmenter. Du même du côté des FTN, les firmes transnationales, qui cherchent avant tout la rentabilité, les investissements vers un mode de production plus vert sont encore très faibles. D'une manière générale, aujourd'hui on observe dans le monde une forte inertie des populations et des politiques publiques qui freinent une gestion durable des ressources énergétiques et la transition écologique. Et ça, malgré la prise de conscience collective de l'urgence climatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt en classe!